Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous mensuel consacré à l'astrologie, à son actualité. Cette discipline est plus que jamais importante, voire décisive, pour comprendre de manière approfondie ce que l'humanité vit en ce moment. À travers des mesures politiques fortes conduisant à des événements historiques souvent dramatiques, touchant l'environnement notamment. Voilà pourquoi il est important de faire non seulement une mise à jour astrologique, pour aussi amplifier nos connaissances dans ce domaine très vaste et intéressante. Alors avec une musique d'ambiance très agréable, un grand classique, le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, bien évidemment. Tout d'abord, allons sur notre site socle, azurastrologue.fr, concernant les transits d'août 2021. On appelle transit le passage réel d'un corps céleste sur un élément d'un thème astrologique à un moment donné. Voilà ce que c'est. Un transit. Alors effectivement, c'est une vidéo qui est enregistrée le 10 août. On va un petit peu avancer. Ce qui est voir ce qui nous intéresse. En lecture immersive, toujours. Pleine lune. La pleine lune a lieu le 22 août à 14h01. C'est la deuxième pleine lune en Verseau cette année. La première ayant eu lieu au tout début du signe en juillet, et celle-ci ayant lieu sur le dernier degré. Celle-ci a le bénéfice d'être en conjonction à Jupiter, là où celle du 24 juillet était en conjonction à Saturne. C'est donc une lunaison moins austère, peut-être un peu plus optimiste. Elle a lieu dans le dernier décan de Verseau qui est gouverné par la Lune et associé à la carte du tarot de 7 épées. Alors, je continue, c'est vrai qu'on a avancé dans le mois. Donc je reprends. Voilà, là on a une belle carte. C'est vrai qu'il faut s'y connaître quand même. c'est pas si évident, mais on essaie de comprendre. Là c'est demain. On peut voir ce qui se passe après. Le 11 août, Mercure entre dans le signe de son domicile, exaltation vierge, Loïc, et que son comité d'accueil Mars. Mercure est dans son domaine ainsi que dans ses propres termes jusqu'au 7e degré, soit jusqu'au 15 août. Et Mars dépend donc de Mercure dans ce signe, cependant, même si ce n'est pas Mars qui commande en Vierge, sa présence est non négligeable. L'union de Mercure et Mars est généralement associée à une communication abrasive, rapide, impulsive. Mars peut foncer et faire et ne craint pas de taper du poing sur la table. Ici, avec Mercure dignifié, cela peut faire penser à l'utilisation des mots comme une arme, une expression déstabilisante et acérée. Cette dynamique pourrait être plus prononcée lorsque la coprésence à Vénus prend fin, à partir du 16 août. À la même date, Mercure se trouvera en carré parti au nœud lunaire, ce qui est considéré comme déstabilisant avec une qualité de dissolution. L'union explosive de Mercure et Mars trouve son apogée le 19 août lors de leur conjonction partie à 12 degrés 48 de Vierge. Cette conjonction a lieu non loin de l'étoile fixe Zosma, qui fait partie de la constellation du Lion. Voici ce qu'Éric Morse dit de la conjonction de Mars à Zosma. L'attitude critique. Je sais mieux que tout le monde est difficile à dépasser, mais si elle est dépassée, alors cette étoile peut donner le meilleur d'elle-même comme source de force dans une situation qui exige un dur travail. Le 25 août, Mercure oppose Neptune. Neptune a pour fonction de brouiller les pistes et créer des illusions, ce qui peut être positif ou négatif selon les contextes. En aspect dur à Mercure, cela peut indiquer une communication confuse, mal avisée et souvent des termes de propagande, de mensonges. On peut penser au complotisme comme un thème plutôt, Mercure-Neptune par exemple. Pour contexte, cette opposition s'inscrit dans un cycle plus large en 2021. Mercure et Neptune ont été conjointes en Poisson le 30 mars 2021 et en carré à 3 reprises successives en mai-juin du fait
de la rétrograde de Mercure en Gémeaux, le 23 mai, 5 juin et 6 juillet. Cette opposition du 25 août pourrait donc représenter des événements dans la continuité de ce qui a survenu autour de ces dates. Et le dernier aspect dur entre Mercure et Neptune en 2021 sera incarné le 7 décembre. Enfin, le 30 août, Mercure, qui est décidément très rapide en août, quitte son domicile de Terre et entre en Balance. C'est une perte de dignité pour Mercure. Mais passer d'une cohabitation avec Mars à l'hospitalité de Vénus qui dirige Balance ne semble pas être un mauvais deal pour autant. L'union de Mercure et Vénus fait la place à une communication plus douce, enjouée et poétique. Avec Beyoncé, Vénus en Balance natale. Aujourd'hui, le 10 août, Vénus oppose Neptune en Poisson. L'astrologue Kyle Taylor décrit les aspects durs entre Vénus et Neptune comme favorisant les illusions et désillusions. Garder les pieds sur terre et les yeux en face des trous pourrait être un défi particulier à ce moment-là, peut-être particulièrement dans le domaine relationnel si l'on se tient aux significations générales de Vénus. Le 16 août, Vénus quitte le signe de sa chute Vierge et entre en Balance, son domicile d'air. Cette entrée dans son domaine, où elle bénéficie de davantage de confort et d'autonomie pour remplir ses fonctions, est d'autant plus plaisante que Vénus ne sera pas en aspect dur à Saturne ni à Vénus. Vénus vient soutenir Saturne d'un trigone qui sera exact le 23 août, et Mars reste derrière dans le signe mitoyen de Vierge jusqu'à mi-septembre. Vénus n'est pas non plus maltraitée par le Soleil durant son transit en Balance. Elle est hors des rayons, visible comme étoile du soir. Autrement dit, si vous regardez le ciel quand le Soleil vient tout juste de dépasser l'horizon le soir, peut-être pourrez-vous la voir briller avant qu'elle ne se couche également. Si vous êtes ascendant Balance ou Taureau ou Vénus est votre planète activée pour l'année, ce transit pourrait être particulièrement important et auspicieux. Donc voilà pour cet article très intéressant. Après avoir analysé les transits d'août 2021, passons aux prévisions intuitives pour le mois d'août 2021, parce que c'est ça qui est aussi intéressant de manière complémentaire pour peaufiner sur messagesetcéleste.ca par Tanaz. Alors, on va lire à partir du 15 août puisque ça s'est passé. Vénus en Balance, 15 août. Vénus, la déesse de l'amour, c'est en complément, se déplace dans l'un de ses signes dominants. C'est un jour puissant pour l'énergie de Vénus. 15 août. Et nous pouvons nous trouver en harmonie ou en équilibre avec les questions relationnelles. Nous pouvons également utiliser cette énergie pour apporter plus d'amour, de beauté et d'argent. Dans nos vies, Vénus règne sur l'argent, en particulier les bénéfices et les commissions. 15 août. 19 août, Uranus rétrograde. Uranus entre en rétrogradation dans le signe du Taureau, où il restera jusqu'au 18 janvier 2022. Uranus est la planète de l'éveil. Pendant son voyage rétrograde, nous pourrions recevoir des aperçus ou des révélations plus profondes sur les événements qui se sont déroulés depuis le début de 2021. Uranus va également apporter des changements soudains ou des surprises, et nous pourrions donc remarquer que certains de ces changements se manifestent dans nos vies à cette époque. Au niveau mondial, Uranus rétrograde en Taureau met en lumière les questions entourant l'agriculture, l'approvisionnement alimentaire, les efforts humanitaires, la liberté des industries liées à la technologie. Et là, on est 19 août. Pénurie alimentaire. Possiblement. En tout cas, astrologiquement, ça, malheureusement, c'est cohérent. Donc, il faut rester humble et s'informer, même de manière astrologique. C'est important toujours de faire cette mise à jour. 22 août, pleine lune en Verseau. Ça peut nous aider par rapport à certaines informations qu'on a. Cette pleine lune est l'une des plus douces que nous ayons vues depuis un moment. Elle porte une énergie expansive qui peut aider à stimuler notre humeur et nous permettre de nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Jupiter est très actif au moment de cette pleine lune. Jupiter peut apporter l'abondance, la prospérité et même des accès de chance. Mais elle peut aussi mettre en lumière des problèmes qui doivent être résolus dans notre vie. Faites confiance à cette énergie pour que tout ce qui se présente soit traité avec douce. Cette pleine lune est également liée à la pleine lune du Verseau que nous avons eue les 23 et 24 juillet. Nous pouvons remarquer des thèmes répétés ou peut-être un adoucissement de tout ce qui s'est préparé à nous à ce moment-là, pour nous à ce moment-là. 22-23 août, soleil en Vierge, Shadow.
Après la pleine lune, le soleil quitte le zodiaque ardent et audacieux du lion et entre dans le zodiaque terreux de la Vierge. Le signe de la Vierge est représenté par la Vierge, mais ici, la Vierge fait référence à une personne forte et indépendante qui s'inspire d'elle-même. Toute cette énergie confiante, créative et audacieuse avec laquelle nous avons travaillé pendant la saison du lion nous permet de nous connecter à notre propre pouvoir personnel, à ce que nous sommes vraiment capables d'accomplir. Le 29 août, lune vacillante. Lorsque le soleil s'aligne dans une configuration carrée avec les nœuds lunaires, nous avons ce qu'on appelle une oscillation de la lune. Les vacillements de la lune peuvent apporter des modèles météorologiques extrêmes ou des événements météorologiques. Comme leur nom l'indique, ils peuvent également susciter une énergie instable qui nous pousse à nous interroger ou à reconsidérer notre orientation. Chaque fois que la lune est impliquée, c'est toujours une bonne idée d'écouter notre intuition et d'utiliser nos sentiments comme une boussole. Intéressant. Très 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 intéressant. Alors j'en profite pour la transition. Justement, ce qui est intéressant avec l'astrologie, c'est qu'on peut la corréler avec tout ce que fait l'humanité. On a bien vu géophysiquement, en particulier pour le coup l'économie, le questionnement illégitime concernant le futur probable malheureux, krach boursier. L'astrologie pouvait-elle prévoir le krach d'octobre boursier, le krach boursier d'octobre 2008? Par l'interrogation. C'est sur astroariana.com par Richard Pellard. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors, comme d'habitude, la quintessence, c'est que je vais aller directement vers la séquence de concentration planétaire qui m'intéresse. Vous vous en doutez bien. Toujours des liens intéressants à lire, bien sûr. Alors, toujours la lecture immersive, c'est fantastique. Pour tout à chacun, bien sûr. Pour une lecture. Alors. Concentration planétaire et opposition Saturne-Uranus. Séquence importante. Dans son numéro 29 paru en avril 2008, figure un article intitulé Mai 68 et la conjonction Uranus-Neptune, qui date du 19 février 2008. J'ai relaté les avatars de cet intercycle planétaire depuis 1789 et incidemment j'ai proposé une méthode permettant de calculer l'impact des conjonctions et des aspects dissonants. Carré, opposition, car ce sont des aspects qui signalent les étapes majeures du conditionnement astrologique mondial. À l'intérieur des périodes de concentration, de dispersion planétaire, cette méthode est la suivante. Donc voilà, on ne retient que les aspects dissonants majeurs. Ça semble plus technique, classer les aspects en fonction de la durée. On a comme même valeur conjonction et opposition d'aspects. Conjonction opposition d'une part et carré d'autre part, donc en tout 20 types d'aspects. On attribue à chaque type d'aspect une valeur indicielle basée sur un classement mondial. On note quels aspects se produisent pour le 1er janvier, le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre de chaque année. On additionne les indices obtenus par chaque aspect. On peut ainsi obtenir un graphe illustrant les périodes à forte densité. En haut du graphe, à forte densité donc en haut du graphe, ou à faible densité en bas du graphe, d'aspect majeur. Le graphe ainsi obtenu doit ensuite être interprété à la lueur des informations données par les indices de concentration et de dispersion. Il révèle quelles sont les sous-périodes les plus significatives à l'intérieur de ces périodes. Bien entendu, cette méthode basée sur un découpage trimestriel, commode mais arbitraire, ne permet pas de rendre compte fidèlement des rétrogradations, lesquelles expliquent bien souvent l'apparence en dents de scie du graphe ainsi obtenu. J'ai appliqué cette méthode à la période 2003-2009 marquée par une forte concentration planétaire des planètes lentes et par conséquent particulièrement critique. Voici ce que j'écrivais sur cette période. Le graphe des concentrations des planètes lentes pour le premier quart du 21e siècle met en relief deux périodes majeures, 2003-2009 et 2016-2021. 2003-2009, guerre d'Afghanistan et d'Irak, sous la présidence George W. Bush, montée en flèche de l'islamisme, émergence de la Chine, de l'Inde et du Brésil comme nouvelle puissance économique, résurrection menaçante de la Russie, mondialisation ultra-libérale, capitalisme financiarisé, débridé, déferlante de l'Internet et de la robotisation intelligente, explosion des technologies manipulant le vivant sur fond d'aggravation des menaces écologiques et d'impitoyables guerres économiques pour le contrôle des matières premières, creusement vertigineux de toutes les inégalités sociales. Tel est le bilan de ces années pas très visibles.
Nous arrivons avec l'opposition Saturne-Uranus à l'acmé de cette période. Après, le graphe descend, et pas pour longtemps, environ 6 ans seulement. Les 2 années qui viennent risquent d'être rudes, très rudes. Sans être astrologue, il n'est pas difficile de constater que l'humanité est au bord d'une crise civilisationnelle majeure, au vu de tous les voyants rouges qui clignotent dans un climat de panique. 2016-2021, la période de relatif calme entre 2011 et 2016 est quand même sous l'influence des carrés Uranus, Pluton et Saturne, Neptune. Un calme très relatif, donc, c'est relatif qu'on peut faire de la période 2003-2021 un tout, pas vraiment rassurant. Effectivement, donc là nous avons ce graphe, les concentrations planétaires sont en noir en haut du graphe. Plus elles sont importantes et plus les risques de tension mondiale sont élevés. Alors exceptionnellement j'enlève la lecture immersive pour grossir le graphique. Là c'est toujours le site Astro Ariana par Richard Pellard. Et nous redescendrons sur la séquence où j'étais pour bien voir le graphe. Parce que c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, très clairement, ici nous avons 2008 et la crise des subprimes. Et là, nous avons un crack, le crack boursier au niveau astrologique. Mais là, ici, on est en 2021. 2022, on ne sait pas ce qui va arriver. Enfin, mais il y a l'astrologie pour nous aider. Et selon la méthode de la personne, on voit très clairement, ici, le crack de 2021 sans que le crack soit arrivé. C'est quand même assez impressionnant. Et justement, que ce soit Michael Burry, Pierre Jovanovic, Martin Armstrong, qui ont prévu le crack boursier avant que ça n'arrive. Mais pas que, je cite ces trois-là parce que c'est les plus connus. Mais pas que. Mais astrologiquement, donc, on peut comprendre. Savarty fait en 2018, il me semble. Il a fait ça tranquillement. Mais quand on voit le crack de 2008 ici, on voit que c'est un gros crash quand même qui fait très mal. Et vous regardez. Et jusqu'à que ça creuse la séquence ici. Ça creuse même la barre, ça creuse même jusqu'en dessous. Mais il faut se rendre compte, regardez. Regardez le crack boursier de 2021, là, regardez. En 2021, septembre, on est dans les dates, là. On est dans le 2021. Et le crack, regardez, là, en tout cas, le volume de crack. C'est quand même difficile à comprendre, mais ici, on voit, en tout cas en distance, l'impact astrologique du crack de 2008. Donc, imaginez ce que ça va faire, le crack qui arrive. Et là, très clairement, les choses astrologiques. Bon. Et en plus, je vous ai donné, dans plein de domaines, les cycles de Kondratiev. Là, pour le coup, astrologiquement, c'est impeccable. Et c'est pour ça que je vous ai donné le site d'Astro Ariana de Richard Pellard, qui a un travail extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ce graphique, j'ai été estomaqué. Tout simplement. C'est incroyable au niveau des concentrations astrologiques. C'est pour ça que je voulais vous mettre ça en gros plan pour que vous voyez bien. Et n'hésitez pas à reconsulter, très clairement. Hein, vous pouvez le voir chez vous. 2021-2022, avant 2022, il y a crack. Enfin, ce qui semble être une chute de concentration planétaire et un fort impact, en tout cas. Enfin, la fin d'une séquence de concentration planétaire et le crack. Ici, 2008, le crack. Quand j'ai vu ça, voilà, c'est ce que disait Michael Burry, Pierre Jovanovic, Martin Armstrong. Le crack qui arrive va être the mother of all crash, c'est ce qu'ils disent très clairement. Hein. C'est littéralement impressionnant. Tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais m'attarder dessus, pour être le plus didactique possible. Donc là, effectivement, on est sous la figure 1, les concentrations planétaires sont en noir au haut du graphe, plus elles sont importantes et plus les risques de tension mondiale sont élevés. Donc là, on est quand même, les tensions mondiales sont en son compte, bien évidemment. Et ensuite, il y a le crash. Tout simplement. Plus la courbe en entier est élevée, et plus il y a de planètes lentes, formant entre elles l'aspect dissonant et les risques de tension mondiale sont élevés. Là, on a la ligne d'Asphyr représente les années à partir de 2000. On a 2010, là on a jusqu'à 2019. Même graphe pour 2010-2020. On remarquera que les années 2010-2011 seront certainement encore très chaudes, dans la mission que 2008-2009. C'est même un article qui date de plus loin dans le temps, puisqu'il dit on remarquera que les années 2010-2011 seront certainement encore très chaudes. Donc ça date peut-être de 2008. Pour ça que
c'est un article sur le crash de 2008. C'est quand même un article de 2008-2009 à peu près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce travail colossal. Cet article-là, il date de 2008. Et par rapport à ces calculs, on se retrouve avec quelque chose comme ça, septembre 2021. C'est incroyable. Alors pour terminer, moi je n'avais pas explicitement prévu, encore moins prédit ce gigantesque crack, et c'est parce que j'envisageais cette période dans une optique plus large, et c'est la raison pour laquelle j'évoquais et prévoyais une crise civilisationnelle majeure à partir de 2008-2009, crise civilisationnelle dont le krach boursier n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Je n'avais pas non plus prévu la date exacte à laquelle se produirait cette crise, vu que cette exactitude datée n'a aucune espèce d'importance et ne peut pas être prévue d'un pur point de vue astrologique. Ce ne sont pas les planètes qui ont créé la crise des subprimes, en attendant celle des hedge funds et des LBO, qui ne saurait tarder à se déclencher, mais la cupidité humaine dans un contexte de dérégulation financière. Ce ne sont donc pas les planètes qui mettront fin à cette crise, comme je l'ai écrit dans cet article, ce qui n'est pas prévisible avec les seuls moyens de l'astrologie, c'est ce que vont faire les hommes de ces incitations planétaires. En simplifiant, l'astrologie permet de prévoir quels sont les temps forts de l'évolution collective de l'histoire, mais elle ne connaît que les contenants de cette période et non leur contenu. Ces dernières dépendent des conditions d'existence terrestre des peuples, des nations, des sociétés, toutes choses qui ne sont pas inscrites dans le ciel, en dépit du fait que les deux guerres mondiales du XXe siècle s'insèrent exactement à l'intérieur d'importantes périodes de concentration des planètes lentes. L'astrologie seule ne permet pas de prévoir avec certitude les grandes catastrophes collectives, sinon le Magnéto aurait vécu des guerres mondiales lors des pics 76-84 et 89-97, quoique les grandes guerres classiques qui changent le cours de l'histoire avec champ de bataille se sont depuis la Première Guerre mondiale transformées en guerre moderne économique. Et d'ailleurs, pour conclure, d'autres avaient parfaitement prévu et prédit ce crack sans pour autant être astrologues et en dehors des médias dominants traditionnels, tout plus ou moins inféodé à l'économie de marché gouverné par le capitalisme actionnarial et financier modernisé. Ce crack aurais-je pu lui prédire explicitement? Oui et non, j'explique. Pour terminer, oui, parce que comme énormément de monde en dehors de la plupart des économistes financiers, boursiers, coteurs et banquiers, je savais bien depuis longtemps qu'on allait droit dans le mur et que la date où la percussion aurait lieu était de plus en plus proche. Je me demandais juste, d'un point de vue strictement astrologique, si ce serait entre 2003 et 2010 ou entre 2016 et 2021, au vu de la crise des subprimes dont j'ignorais rien et dont je savais proche de la fatale issue, j'aurais pu tenter le coup de cette prédiction, mais cela ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la crise civilisationnelle majeure. Non parce que je me refuse au sensationnalisme, mais parce que je ne m'attendais pas à ce que ce système de dingue s'écroule aussi vite et aussi brutalement. C'est vraiment extraordinaire. Tout simplement, surtout le graphique. Cette excellente analyse astrologique et économique nous fait ressortir une notion importante. Effectivement, ce sont les concentrations planétaires. Sur astrologiepolitique.blogspot.com. En lecture immersive, là aussi on en profite. Perspective pour les années 2021-2022, ça nous intéresse. Face à cette actualité médiatique qui se nourrit exclusivement de l'immédiateté, l'étude des cycles planétaires nous invite à prendre de la hauteur, nous permettant de dégager les perspectives pour les mois et années à venir. Nous avions déjà mis en évidence dans nos articles précédents la période critique que sont les mois de décembre 2020, janvier, février 2021. La concentration planétaire et la chute importante de l'indice cycle d'une part et le puissant carré céleste Jupiter, Saturne, Mars, Uranus, Lune noire d'autre part signale un tsunami de la vie internationale qui se terminera par un long carré Saturne-Uranus, c'est-à-dire par une importante crise économique et probablement en premier lieu d'un effondrement de l'économie américaine. Comme le confirme le tableau ci-dessous, les mois de décembre 2020, janvier, février, mars 2021 vont constituer le moment clé des 2 prochaines années, en concluant la période commençant début d'année 2020, les conjonctions Saturne-Pluton se terminant, la conjonction Jupiter-Pluton ayant lieu le 13 novembre 2020 et se finissant fin janvier 2021, et la conjonction Jupiter-Saturne ayant lieu le 21 décembre 2020 et se terminant fin mars 2020. De plus, entre la mi-décembre 2020 et la mi-février 2021, pas moins de 13 conjonctions planétaires, toutes planètes confondues, vont se produire. Ça paraît simple.
Mais le mois de janvier risque bien d'être le plus tendu au regard de l'importance des aspects planétaires. Effectivement, en janvier 2021, effectivement, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, au Capitole notamment. On voit un peu tout ça. Pourtant, l'impression est que tout devrait commencer à la mi-décembre 2020. Comme on peut voir, c'est un article qui date de fin 2020. Remarquons que le thème du président français Emmanuel Macron sera puissamment activé à partir de la mi-décembre 2021 par le passage de Jupiter sur son ascendant. Mais par la suite, il connaîtra de grandes difficultés en février, mars et avril 2021. Donc là, on voit un peu les tableaux des cycles planétaires. Que va-t-il se passer? Plusieurs hypothèses sont possibles et celles-ci peuvent se cumuler. La première, de notre point de vue, la plus certaine sera un effondrement des marchés financiers. Notons que les aspects lune noire et Uranus sont généralement présents lors des cracks boursiers soudains. La deuxième est que les mauvais aspects reçus par Neptune peuvent être à l'origine d'une vague épidémique très importante, mais cela peut aussi être en lien avec un terrorisme islamique de grande envergure. C'est incroyable. La troisième hypothèse est liée aux aspects très négatifs reçus par la conjonction Saturne-Pluton, en carré à Mars et à la Lune noire. Théoriquement, il est peut-être question d'un conflit armé international important, mais aussi d'un très grand tremblement de terre. Big One en Californie, éruption volcanique ou encore d'un accident nucléaire. C'est toutes les vidéos que j'ai faites dernièrement. Tous les sujets sont abordés sur mes dernières vidéos. Tout simplement. Quelles conséquences? Ici, la réponse est relativement simple. Un effondrement de l'économie, en particulier de l'économie du monde occidental. Le monde asiatique devrait mieux s'en sortir, puisqu'au-delà de ce début d'année 2021, seul le cycle Saturne-Uranus, ici négatif, reste au présent sur plusieurs mois, symbolisant l'économie occidentale. Et les cycles Neptune-Pluton et Jupiter-Pluton positifs liés à l'Asie. Le retour à des jours meilleurs. L'année 2022 devrait constituer la première étape du renouveau positif. Même si les tensions seront présentes durant le premier trimestre 2022, en particulier en France avec le renouveau du cycle Jupiter-Neptune de février à juin 2022. Toujours est-il qu'à partir de mai 2022, tous les cycles planétaires, sauf Jupiter-Uranus faiblement négatifs, seront neutres ou positifs. Certes, aucun grand aspect positif trigone ne sera présent, mais l'orage sera alors derrière nous. Puis ça confirme la chute de 2021, les événements gravissimes, donc on a vu par rapport à 2008, et on a vu effectivement qu'en 2022, ça semble un peu mieux, mais on a bien vu que c'est quand même assez impressionnant. Alors, pour approfondir les travaux d'André Barbeau sur la découverte de l'astrologie mondiale par les cycles, sur cet excellent PDF d'Yves Lenoble. YvesLenoble.com, c'est un excellent PDF de 16 pages de numéro comme d'habitude de la quintessence concernant une petite mouche qui m'embête là. Concernant la découverte de l'astrologie mondiale par les cycles. Un peu plus gros. C'est une branche de l'astrologie où André Barbeau est véritablement un novateur, c'est bien celle de l'astrologie mondiale. Ce pionnier a effectué des recherches considérables dans ce domaine. Nous allons présenter ces recherches, évoquer ses découvertes et montrer le retentissement de ces dernières en France et à l'étranger. Alors, effectivement, un point de vue astrologique, c'est bien comme vidéo, mais en plus, on apprend des choses. Alors, j'ai parlé des cycles de Kondratiev. Là, pour le coup, l'astrologie mondiale, c'est par rapport à André Barbeau. Et c'est aussi intéressant de parler de personnages qui ont marqué l'évolution technique, très clairement, de l'astrologie, tout simplement. Et André Barbeau, c'est vraiment extrêmement intéressant. L'apparition des cycles dans l'astrologie mondiale. André Barbeau a découvert l'astrologie à 14 ans. Il s'est tout de suite passionné pour cette discipline. Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a été pour lui un choc immense, car aucun astrologue ne l'avait prévu. Aussi a-t-il failli renoncer à l'astrologie. Il se demande pourquoi les astrologues ont échoué dans leurs prévisions. Ils décident de vérifier les diverses techniques qu'ils utilisent, les éclipses, les lunaisons, les ingresses, notamment l'ingresse de printemps, les transits, et une toute nouvelle approche, les cycles des planètes lentes. Son frère Armand a émis l'hypothèse que les événements survenus en 1936 en France, le front populaire et au niveau mondial, le pacte entre l'Allemagne et le Japon contre l'international communiste, sont en rapport avec l'opposition Saturne et Neptune. Mais l'opposition implique la conjonction. Celle-ci a eu lieu en 1917.
Cette année-là correspond à la révolution d'octobre avec l'abdication de Nicolas II et la prise de pouvoir par Lénine. Le cycle Saturne-Neptune concernerait-il la Russie? S'il survient des événements majeurs en Russie à la prochaine conjonction en 1953, l'hypothèse sera validée. Néanmoins, André Barbeau croit déjà dur comme fer en la réalité des cycles. En témoigne ce texte qu'il a écrit le 1er janvier 1953 dans Lyon républicain. Du fait que le Parti communiste est né sous la conjonction de 1881 et qu'il a pris le pouvoir à celle de 1917, on doit penser que l'année 1953 sera capitale pour l'URSS. En tant que fin de cycle, on peut s'attendre à un remaniement intérieur, peut-être à une relève des hommes d'État au Kremlin. En tant que renouveau de cycle, il faut prévoir un rebondissement de la cause communiste dans le monde, ou tout au moins de la cause révolutionnaire. La politique soviétique trouvera des échos dans des nations qui jusque-là étaient hostiles ou indifférentes. Cette prévision de 1953 se révélant tout à fait exacte, André Barbeau persiste et signe en annonçant dès 1955, 34 ans à l'avance, dans Défense et illustration de l'astrologie, paru chez Grasset, qu'à la prochaine conjonction Saturne-Neptune de 1989, l'URSS sera un tournant majeur, effectivement. C'est impressionnant. Effectivement, la chute du mur. Cette prévision s'avère une fois de plus exacte, la chute du mur du Berlin est une surprise pour tous. Cet événement ouvre effectivement une nouvelle ère en géopolitique. La réalisation de ces deux prévisions nous permet d'annoncer, pour la Russie, une échéance capitale en 2026. Ça me fait penser aux économistes de 2019, avec le Poutine Spy Plan. Et d'autres images de The Economist, bien sûr. Effectivement. On ne sait pas c'est quel événement, c'est par rapport à l'événement global, hein, bien sûr. C'est vraiment extrêmement intéressant. L'importance des conjonctions solides planétaires. Les frères Barbeau vont suivre de près les événements de la Seconde Guerre mondiale. La guerre a été déclarée le 1er septembre 1939. Or, le 16 septembre 1939, il se produit une conjonction du Soleil avec Neptune. Les frères Barbeau observent qu'elles correspondent à l'entrée des Russes en Pologne. En ce qui concerne la conjonction du Soleil avec Uranus le 10 mai 40, André écrit à son frère Armand qu'il suppose qu'une forte offensive allemande aura lieu. L'offensive allemande sur le Luxembourg, la Belgique et la France s'est produite à cette période. Nous avons déjà un bel exemple de la méthode qu'André Barbeau va employer toute sa vie. Multiplier les observations d'un même phénomène astronomique, en l'occurrence les conjonctions solides-planétaires. Une telle approche permet à la fois de dégager avec certitude la symbolique de la planète et de prévoir des événements. Pour terminer, André Barbeau observe par exemple qu'à la conjonction Soleil-Uranus suivante, en mai 1941, se produit la conquête éclair de la Crète, qui marque la définitive mainmise de l'Allemagne sur les Balkans. Lors de la conjonction suivante, du printemps 1942, a lieu la bataille navale du Midway. Il me semble que Midway, c'est un Henry Move aussi, il me semble, qui renverse le rapport de force dans le Pacifique au profit des États-Unis. C'est à la suivante de mai 1943, pendant la troisième conférence de Washington, la décision de Churchill et Roosevelt d'un débarquement en France. Et un an plus tard, c'est le débarquement anglo-saxon en Normandie, qui a lieu le 6 juin. Chaque fois donc que le Soleil rencontre Uranus, il se produit des événements majeurs, en quelque sorte, des coups de force, qui proviennent de ceux qui ont le vent en poupe d'abord l'Allemagne, puis à partir de 1942 les États-Unis, tandis que les conjonctions du Soleil avec Uranus favorisent les tendances de droite, celles avec Neptune privilégient les tendances de gauche. Les conjonctions Soleil-Jupiter et Soleil-Vénus, André Barbeau a l'intuition pour les conjonctions du Soleil avec Jupiter ou avec Vénus amènent des périodes de détente. Pour vérifier cette hypothèse, il examine les 60 dates d'armistice qui eurent lieu au cours des 19e et 20e siècles. Il observe 2 fois sur 3 une conjonction Soleil-Vénus, soit une conjonction Soleil-Jupiter, ainsi la Première Guerre mondiale s'est terminée le 11 novembre 1918 sous une conjonction Soleil-Vénus. Alors, je continue. Alors pour le coup, là, je descends page 12-13. Là, il explique effectivement les calculs qu'il a fait. On a les grandes concentrations planétaires de l'histoire aussi, c'est intéressant.
parle de Zoroastre. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça, de la crise de 2020 à sa résolution 2026 par rapport aussi à un événement en Russie, apparemment. André Barbeau a effectué des projections sur le 21e siècle dès les années 90. D'abord, dans le numéro 92 de l'Astrologue, puis dans l'Avenir du Monde, l'ouvrage qu'il a publié aux éditions du Félin en 1993. Il annonce que la période actuelle de 2020, marquée par la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, sera une période de crise et de sinistrose, notre continent européen y étant plus particulièrement sensible. On enclin à se représenter notre continent miné par des forces profondes, rongées par un mal particulier, vivant alors un temps de glaciation. Cela ressemble à une maladie, sinon à une intervention chirurgicale de la communauté européenne. Dès les années 90, il parle à cela ressemble à une maladie, sinon à une intervention chirurgicale de la communauté européenne. C'est implacable, tout simplement. C'est impressionnant, tout simplement. Mais cette période de crise de 2020 se résout en 2026 quand Uranus devient sextile à Saturne, Neptune en Bélier et Trigone à Pluton en Verseau. Nous aurons alors 9 cycles ascendants et la plus belle configuration du XXIe siècle. Peut-être que Nibiru aura été passé par là, possiblement. Mais vous voyez bien que les planètes qui ne sont pas expliquées au niveau mainstream n'entrent pas dans l'astrologie. La nouvelle civilisation mondiale dont les prémices sont apparues autour de l'an 2000 prend ici tout son essor. Cette entrée du second quart de siècle porte le cachet de l'accomplissement d'un nouvel âge de l'humanité. J'en parlais, de toute façon. L'imposition centrale et harmonique de la conjonction Saturne-Neptune est surtout expressive d'une promotion des couches inférieures de la population mondiale, d'une élévation sensible du niveau de vie des déshérités, d'une victoire sur la misère gagnée dans une solidarité sans précédent. Donc, voilà pour ce PDF d'Yves Lenoble concernant les travaux d'André Barbeau. Pour terminer, j'étudie des cycles planétaires incluant à chaque fois la planète lente, par excellence la planète Eris, qui semble être impliquée à énormément d'événements mondiaux. Ces études font aussi le lien avec André Barbeau, qu'effectivement que Carmela Di Martine, n'oublie pas de reconnaître des travaux, avec toute ma reconnaissance à André Barbeau, qui à travers ses ouvrages m'a initié à l'astrologie. Grâce à sa théorie des cycles planétaires, j'ai réalisé cet article. Carmela Di Martine sur astrolabor.com, les deux derniers cycles, les deux derniers onglets de cette vidéo concernant deux cycles planétaires incluant la planète Eris. Tout d'abord, c'est incluant les 6 planètes, les derniers cycles planétaires. Bien sûr. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la mondialisation 1848, 2037, 2038. Ce que je disais, on est toujours dans le cycle du soleil noir, 2000, 2070, 2020, 2090, voilà, c'est cette zone-là. À peu près. Et je vais faire un peu plus gros. Juste rapidement, on continue aux analyses de ces cycles avec Eris pour mieux cerner l'année 2020. Cette année-là, Neptune n'aura pas d'aspect. Avec Eris, cependant, un semi-sextile Eris-Neptune se prépare en 2021 et sera exact 2 ans plus tard, en avril 2022. Donc, il y a une belle analyse. Moi, je vais aller tout de suite en page 16. Parce que, bien évidemment, il y a un listing historique des anciens événements. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'avenir. C'est quand même assez incroyable les éléments que nous avons. Les gens qui en parlent. Ça, c'est octobre 2016, bien sûr. Alors, on y va. Page 16. La prochaine semi-sextile décroissant Eris, en avril 2022. Si au semi-sextile décroissant Eris Neptune 1830, le nationalisme progressait lors de ce prochain semi-sextile de 2022, on peut se demander si avec la mondialisation grandissante, les États-nations ne vont pas s'évaporer sous l'influence de Neptune, qui d'autre part est multipliée au profit des régions qui se mettent actuellement en place. Diviser encore pour me régner. La prochaine conjonction Eris-Neptune. 2037 et mars 2028. Cette conjonction terminée à
donc le cycle des États-nations. Donc, en 2038, c'est la fin des cycles des États-nations. Oui, effectivement, il y a des royaumes, il y a des empires, effectivement. Oui, les États-nations, c'est un cycle. Tout simplement. Il faut voir la suite. Hein. On peut toujours faire autrement. De toute façon. Après, États-nations, oui, tout est soumis au cycle. C'est quand même. Mais rien ne se perd, tout s'en forme, mais on peut toujours améliorer. Hein, pour un meilleur cycle, pour le vivant. Sur le cycle et respectons, nous avons constaté la formation puis la montée du libéralisme, la libéralisation des échanges, du développement des moyens de transport de personnes et de marchandises et les retombées technologiques de l'information et de la communication à l'échelle planétaire ont engendré le processus de la mondialisation. Cette conjonction aura marqué une rupture nouvelle dans l'ancienne économie internationale et une nouvelle économie globalisée. Dans cette dernière, les économies nationales seraient décomposées et réarticulées au sein d'un système de transactions et processus opérant directement au niveau international. Je répète la phrase. Dans cette dernière, les économies nationales seraient décomposées et réarticulées au sein d'un système de transactions et processus opérant directement au niveau international. Ça date de 2016. Juste un point de vue astrologique. C'est ce qu'on voit, hein, Grand Reset, Klaus Schwab, etc. Forme de Davos, tout simplement. Le nouvel ordre mondial, etc. Toutes les notions qu'on a en ce moment. D'une part, les États nationaux et les gouvernements perdraient toute capacité à influencer les évolutions économiques nationales. C'est quasiment déjà le cas avec les banques, hein, de toute façon. Au point que les institutions centralisées, héritées de l'après-guerre, devraient céder la place à des entités régionales ou urbaines, point d'appui nécessaire du réseau tissé par les multinationales. Robert Boyer. Dans ce cas, hein, du sentiment national, ne passerait-on pas alors au sentiment régional? Certes, la modernisation semble y a que l'universalisme se soutient du particularisme. Les deux se complètent et se renforcent l'un l'autre. Moder Kilani, anthropologue franco-tunisien, article ethnocentrisme dans le dictionnaire des sciences humaines. Pour certains, dont le géologue français Christian Grattalou, la mondialisation est une opportunité à saisir. Il est indispensable de décentrer notre regard et sortir d'une vision de l'histoire racontée au travers du prisme européen occidental. Il faut donc repenser la boîte à outils des historiens et des géographes en évitant que s'y glisse un redoutable passé clandestin, celui de l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, de grands récits continentaux, chinois, indiens, latino-américains, arabes, africains se feront jour. L'histoire mondiale ne peut être la somme de ses parties. Elle doit tenir compte de nombreux métissages que les contacts ont produits, mais aussi ceux qui ont été empêchés. Martine Fournier. Il est à noter cependant que la mondialisation s'accompagne de la domination d'une langue anglo-américaine qui se manifeste avec plus d'acuité sur Internet. À l'aube du XXIe siècle, la diversité linguistique reflète de différents modes de pensée surtout, de plus en plus menacés. Selon l'UNESCO, sur les 6 000 langues parlées dans le monde, 3 000 sont actuellement en danger. Pour terminer, la mondialisation qui s'accompagne d'enjeux de développement durable correspondrait bien à un nouveau cycle historique. En effet, l'historien politique français René Raymond pense qu'il existe des cycles dont les caractéristiques sont le changement des représentations du monde conduisant de nouvelles représentations sociales, le changement des modes de diffusion de l'information et de la connaissance, la lecture scientifique des textes fondamentaux et la remise en l'honneur de la culture antique. Par exemple, la Renaissance des 15e et 16e siècles fut une période de remise en l'honneur des auteurs grecs et latins. Tout le monde l'a bien vu avec Raphaël, Leonardo da Vinci. Et elle étendit et redécouverte de la culture antique à l'art et aux techniques et apporta l'imprimerie. Le siècle de lumière vit un changement important de représentation du monde avec la révolution copernicienne. L'époque contemporaine voit aussi se former des représentations du monde différentes avec de nouvelles théories cosmologiques ou le développement de l'Internet. On peut trouver une meilleure confirmation de la théorie des cycles planétaires si bien remarquée en astrologie par André Barbeau. Alors justement, passons à la conclusion. Alors, effectivement, ce sont les états de crise. Je suis un peu perturbé, c'est intéressant.
cycle Eris-Jupiter. Eris, hein, on ne quittera pas le bélier avant 2045. Toujours Carmela Di Martin, astrolabe.com, les états de crise 2011-2023. Comme d'habitude, la quintessence. Rapidement, hein. Une petite intro. La petite intro qui va bien. Concernant le cycle Jupiter-Eris 2011-2023. On y va. En 2020, tout comme Pluton et Saturne, le carré d'Eris avec Jupiter et décroissant. Il arrive donc aux 3/4 du cycle Jupiter-Eris. Il annonce l'exaspération et déjà la fin des situations constatées lors de la conjonction précédente de ces deux planètes. Remontons encore et toujours au point de départ de ce cycle. Commençons auparavant par le même aspect au carré décroissant Eris-Jupiter de leur cycle précédent. Nous ne mentionnerons pas tous les attentats qui ont continué de jalonner plus particulièrement, malheureusement, ce cycle. Non parce qu'il ne signifie rien. Au contraire, il représente à travers Jupiter l'aboutissement tragique des autres cycles d'Eris étudiés précédemment avec Pluton, Neptune, Uranus et Saturne. Donc là, ici pour le coup, on est un peu dans le même esprit, avec tout ce qui s'est passé. Et moi, je bascule tout de suite en page 16, en page 15 plutôt, justement pour voir au niveau de la... Tiens, on est en page 15. La conclusion. Eh oui. C'est la conclusion qui nous intéresse, tout simplement. Au cours de cette étude, nous avons pu constater que les cycles planétaires, en plus ça résume un peu tous ces travaux, c'est fantastique. Avec les cycles planétaires actuels, avec Eris, on régit, un peu plus grand, on va essayer, le libéralisme avec Pluton, engendrant plutocratie et pollution, l'absolutisme et le féodalisme avec deux cycles précédents. Le nationalisme avec Neptune, pour multiplier les profits à la fois, divisés pour mieux régner. L'Union européenne avec Uranus, hein, pour rénover le vieux continent, cycle se terminant en 2016-2017. La Banque centrale européenne avec Saturne pour canaliser, amoncer les profits, les crises avec Jupiter qui dérivent d'un libéralisme devenu excessif. Comme déjà écrit plus haut, 2016 et 2017 seront des années importantes du fait non seulement de l'opposition d'Eris avec Jupiter, mais aussi surtout par la conjonction de celle-ci avec Uranus, qui a déjà vu la proclamation du Brexit en juin 2016, et de son trigone décroissant avec également Saturne, la loi El Khomri. Les présidentielles prendront certainement une grande importance car elles seront auprès du peuple porteuses d'un immense espoir. Le changement, c'est en avril 2017 où j'ai créé ma chaîne YouTube, effectivement. J'ai vu que c'était une élection extrêmement importante. J'essaie de faire au mieux, hein. C'est pas évident. Mais malheureusement, cet espoir ne sera qu'une énorme bulle qu'on fait devant, car les dirigeants politiques ne tiendront bien évidemment pas leurs promesses. Avec le nez de Pinocchio qu'on voit dans les économistes 2019, c'est quand même assez... c'est vraiment intéressant. Qui a une autre symbolique, on l'a bien vu bien sûr aussi. Ils continueront d'alimenter à outrance le système libéral capitaliste conçu lors de la conjonction Eris-Pluton en 1748. Cette bulle, ça fait penser à peu près à la période du système, j'ai oublié, avec le monsieur qui vendait des choses, et donc j'ai oublié le nom, c'était aussi un livre de Pierre Génial, justement. C'est le but d'espoir du peuple, des peuples à nouveau déçus, encore bafoués, de plus en plus asservis, risque de faire mousser un vent d'indignation, soulever des tempêtes de colère, déchaîner des ouragans de protestation et exploser de violentes tornades de révolte. Celle-ci pourrait bien alors éclater en 2020, avec les carrés décroissants de Jupiter, Saturne, Pluton et Eris allumés au printemps par les étincelles de Mars. En mars 2020, j'arrive pas à y croire, c'est incroyable ça, telle précision astrologique. Mars 2020, oui, très clairement. À trop vouloir, c'est là où il y a eu les crêtes boursiers mondiaux. À trop vouloir exiger, les dirigeants s'exposent d'autre part, en faire éclater une autre bulle, énorme et financière, c'est là qu'engendrera une immense crise. Bulle pourtant spéculée, colmatée sur un chien depuis la conjonction Eris-Uranus précédente, qui entraînera la crise de 1929. À ce jeu de poker, le poker menteur, c'est tout le château de cartes qui menace de s'écrouler. Lieu emporté dans la tourmente portera un coup de blizzard au système libéral, qui ne sera pas sans s'ébranler. Il est donc à craindre que la Banque centrale européenne, née de conjonction Eris-Saturne en 1998, ne chancelle l'Union européenne réaffirmée lors de cette conjonction avec le traité d'Amsterdam 1997,
risque alors de se disloquer. Espérons que d'autres guerres n'éclatent pas pour renflouer les caisses de ce capitalisme forcené grâce au rendement en plein régime des usines d'armement. Comme en 1914, sous le carré croissant de Iris-Pluton, comme en 1939-45, sous le trigone croissant Iris-Pluton, comme en 2001, la guerre d'Afghanistan, attentat du 11 septembre sous le trigone des croissants Iris-Pluton, scénario qui, hélas, se répète trop souvent, mais malheureusement, plus que jamais, n'est plus envisageable. Ces deux planètes dites naines, et bien que les plus éloignés, paraissent immuablement rythmer les mutations non sans élancement douloureux, à moins qu'une autre catastrophe nucléaire plus dévastatrice encore qu'à Fukushima, conjonction Iris-Jupiter de 2011, n'explose à point nommé pour faire tourner ensuite les assurances et donner occasion aux banques de prouver leur nécessité en prêtant encore pour réparer cependant à quel prix. À moins qu'une catastrophe toute naturelle, séisme provoqué par exemple par le gaz de schiste, tout à l'heure d'Oklahoma, tsunami, 26 décembre 2004 sous un carré croissant Iris-Saturne, tremblement de terre, éruption volcanique ou autres ouragans deviennent toujours à point nommé pour ravager quelques pays, qui permettra ensuite de mieux reconstruire grâce à l'entraide internationale, très libérale et au fonds bancaire toujours indispensable. Foi d'animal, intérêt et principal. En fin de cette étude des cycles complets d'Iris avec les planètes qui seront en aspect avec elle en 2020, complétées de leur position similaire lors de la révolution solaire précédente, il semble clair que se dessine une grande dépression du système libéral. Un premier essoufflement qui provoquera émeutes, conflits, crises, catastrophes. C'est ce qu'on vit en ce moment. Ce système qui sort de plus en plus vivement critiqué risque d'avoir donc un passage très difficile et devrait malgré tout se maintenir encore un peu moins d'un siècle. Le temps que Iris quitte définitivement le signe de Bélier en 2048 et n'entre en taureau. Le temps qu'Iris-Pluton achève vers 2115, leur cycle qui a engendré la notion de libéralisme avec la notion de l'esprit des lois de Montesquieu 1748. Le temps de déterminer une nouvelle direction, échafauder une nouvelle théorie. J'ai hélas d'être Saint Jean de Patmos, de l'île de Patmos, annonçant l'apocalypse. Cependant, après la pluie, le bon temps, après les guerres et les ruines, la paix et la renaissance, le survol de Pluton en 2015 ainsi que l'émission vers Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et autres comètes, les expérimentations de la Station spatiale internationale annoncent déjà de nouvelles conceptions de notre environnement spatial. Nous ne sommes plus limités à notre monde terrestre. La mondialisation ne sera qu'un passage vers un ailleurs. Ces missions ouvrent la porte vers un espace infini. J'en termine là. Iris nous lancera plus loin encore pour un nouveau défi afin de continuer à construire le monde. Voilà pour la conclusion de cette vidéo que j'ai bien synthétisée. De toute façon, c'est une vidéo mensuelle. On va essayer de faire ce genre de format qui est très intéressant, très agréable. Après, peut-être la musique est un peu trop forte, n'hésitez pas à dire vos commentaires là-dessus et voir ce que vous avez pensé de la vidéo. Parce que là, encore une fois, ça confirme malheureusement, à moins doute, de tous les dangers, ça dépend de tous les dangers. Là, pour le coup, ce graphique est impressionnant. Tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Mais c'est le format, le style de ce type de vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos pouces levés, vos commentaires, toujours agréable. Merci à vous. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.